Bonjour, donc moi c'est Fanny, j'étais tutrice au premier semestre pour les PACES de la matière initiation à la connaissance du médicament, qui est en fait l'équivalent de la matière que vous voyez maintenant au deuxième semestre. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au cours de Madame Gauthier sur la définition et le statut des médicaments et autres produits de santé. Je vais voir les éléments importants, mais bien sûr, c'est quand même votre cours qui sert de base. Donc ici, on va vraiment détailler les points les plus compliqués et les plus importants. Alors, donc Madame Gauthier a vu avec vous l'ouvrage qui s'appelle Le Code de la santé publique, dans lequel est détaillée en fait la réglementation et en fait on va s'intéresser surtout à la partie 5 de ce Code de la santé publique qui détaille plus particulièrement la réglementation concernant les médicaments et les produits de santé. Donc, alors tout d'abord, on va s'intéresser aux médicaments qui ont été définis dans l'article L5111-1. Donc, je vous invite à bien connaître ces définitions, à bien la comprendre. Nous, on va s'intéresser aux éléments principaux et notamment en ce qui concerne la composition des médicaments. Donc, je vous rappelle qu'un médicament, il est composé d'un ou plusieurs principes actifs. Donc, le principe actif étant les molécules qui ont l'activité thérapeutique, donc les molécules actives, et un ou plusieurs excipients qui, eux, par contre, n'ont pas d'activité thérapeutique. On a un suivi qui se fait des effets secondaires de ces médicaments. Ce suivi, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance et il est assuré par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des autres produits de santé. Donc voilà, donc retenez bien ça sur la pharmacovigilance. Donc alors, pour les médicaments, Madame Gauthier a détaillé avec vous les deux grandes catégories, même s'il en existe d'autres. Elle a détaillé avec vous les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales. Donc on va voir les différentes caractéristiques de ces deux catégories. Pour les spécialités pharmaceutiques, alors voilà, je vous ai mis un exemple, la boîte de Doliprane comme spécialité pharmaceutique. On va voir que les spécialités pharmaceutiques, en fait, elles ont comme caractéristique d'être préparées à l'avance, en industrie, donc elles sont préparées en série, c'est-à-dire que l'industriel va préparer la boîte de Doliprane toujours de la même manière et en grande quantité. L'industriel va faire cette préparation selon les BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Et en autre caractéristique, on sait que ces spécialités pharmaceutiques, elles ont une AMM ou une ATU. Donc une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Une ATU, c'est une autorisation temporaire d'utilisation. La différence entre les deux, c'est que pour l'ATU, en fait, on n'est pas encore allé jusqu'à la fin de la recherche sur ce médicament, des essais cliniques, etc. Mais on a quand même besoin de le délivrer à certains patients. C'est dans un cadre très particulier. Mais la plupart des spécialités pharmaceutiques ont une AMM. Ces spécialités pharmaceutiques, elles sont présentées dans un conditionnement particulier. Alors, je vous rappelle, vous avez deux types de conditionnement. Vous avez le conditionnement primaire et le conditionnement secondaire. Pour la boîte de Doliprane, par exemple, qui est ici, le conditionnement primaire, ça va être le blister. Il est directement au contact du médicament. Et le conditionnement secondaire n'est pas au contact direct du médicament. C'est par exemple la boîte ou la notice. Et enfin, ces spécialités pharmaceutiques ont une dénomination spéciale. Il en existe trois. La dénomination scientifique, qui est en fait le long terme chimique. Vous avez aussi la DCI, la dénomination commune internationale. Et enfin, la dénomination commerciale. Pour ce qui est des préparations magistrales, donc l'autre catégorie détaillée par Madame Gauthier. Les préparations magistrales. Alors, en fait, il faut que vous imaginiez que vous avez un patient qui va chez son médecin, par exemple, et son médecin ne voit pas de spécialité détenant déjà une AMM, de spécialité pharmaceutique qui pourrait aller avec la pathologie du patient. Donc, il va prendre une ordonnance et il va y écrire dessus une sorte de recettes en fait, et il va écrire voilà, pour ce patient j'ai besoin de 30 comprimés avec 2 grammes de principe actif et le reste d'excipients par exemple. Ce patient va aller à l'officine et va donner son ordonnance et le pharmacien va réaliser cette préparation magistrale. Donc ces préparations magistrales elles sont donc préparées extemporanément, c'est-à-dire à la demande du prescripteur et donc du patient.
quand il n'y a pas de spécialité qui pourrait correspondre au profil du patient et de la pathologie. C'est une prescription qui est bien sûr pour un seul malade et un malade déterminé. Et à l'officine, le pharmacien prépare seulement le nombre de comprimés, par exemple, ou de gélules demandés par le prescripteur, mais il ne fait pas de série, il ne prépare pas en avance, il ne fait pas de série. Et cette préparation, il le fait selon les BPP, qui sont les bonnes pratiques de préparation, à ne pas confondre avec les BPF, qui étaient les bonnes pratiques de fabrication pour les spécialités pharmaceutiques. Dans la catégorie spécialité pharmaceutique, certaines spécialités pharmaceutiques ont ce qu'on appelle des substances vénéneuses. Ce sont des substances dangereuses en fait. Vous en avez 4 catégories, vous avez les psychotropes, les stupéfiants, les listes 1 et les listes 2. Donc en fonction de la présence ou non de ces substances vénéneuses, on va avoir un conditionnement particulier avec un étiquetage particulier. Faites bien attention à cet étiquetage, faut vraiment bien le connaître par cœur, ça tombe assez souvent. Alors, on va diviser ces substances, enfin ces spécialités pharmaceutiques, ce conditionnement, en 2 catégories, les stupéfiants, les listes 1 et les listes 2. Pour les stupéfiants et les listes 1, c'est en fait, vous imaginez, c'est les plus dangereux, stupéfiants, liste 1, c'est assez dangereux, donc on va avoir un cadre blanc entouré d'un filet rouge. Alors que pour les listes 2 qui sont un tout petit peu moins dangereuses, on va avoir un cadre blanc entouré d'un filet vert. Pour les 2, vous aurez obligatoirement la mention « Respecter les doses prescrites », inscrite dans un cadre rouge avec une écriture noire. Pareil, ça, connaissez bien les détails, c'est assez important. Il ne faut pas que vous confondiez avec, du coup, la mention ne peut être obtenue que sur ordonnance médicale, qui lui est sur un cadre blanc écrit en noir. Et enfin, pour les autres voies, donc que orale, sublinguale, perlinguale ou injectable, vous aurez la mention ne pas avaler. Exemple, si vous prenez un suppositoire qui correspond donc à la voie rectale, qui est autre que ces voies qui sont indiquées là, vous aurez la mention ne pas avaler, évidemment. Alors, autre catégorie un petit peu spéciale dans ces spécialités pharmaceutiques, vous avez en fait les médicaments génériques. Un médicament générique, alors, sauf exception, donc pour les produits homéopathiques et les produits d'origine végétale qui, eux, n'ont pas de médicaments génériques. Donc ça, pareil, retenez bien cette exception-là. Un médicament générique, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est-à-dire que vous avez un princeps, donc une molécule de départ, une spécialité pharmaceutique de départ, et on en a fait en fait un générique. Le générique, il doit avoir le même principe actif, la même quantité de principe actif que le princeps, obligatoirement. Il doit avoir la même forme pharmaceutique, c'est-à-dire qu'une gélule reste une gélule, un suppositoire reste un suppositoire. Vous aurez en plus la même biodisponibilité, c'est ce qu'on appelle la bioéquivalence. Alors, je vais juste revenir 2 petites secondes sur cette notion-là, qui est peut-être un peu compliquée, mais en fait, il faut que vous imaginiez, par exemple, si vous avez une gélule qui contient 2 grammes d'un principe actif, donc d'une molécule active. Et cette gélule, c'est un anti-inflammatoire qui doit aller agir au niveau de l'épaule, par exemple, où vous avez une douleur. Eh bien, ces 2 grammes de principe actif ne vont pas aller tous au niveau de l'épaule. Il y en a certains, peut-être 1 gramme, qui va juste aller au niveau de l'épaule, et le reste va être, par exemple, directement éliminé au niveau des urines. Eh bien, il faut que, entre le princeps et le générique, vous ayez la même quantité, donc par exemple 1 gramme, qui aille au niveau du site actif qui est l'épaule, et il faut que cette quantité y aille avec la même vitesse. Exemple, si pour le princeps, c'est 1 gramme y allait sous 20 minutes, et bien pour le médicament générique, il faut que ce soit exactement le même temps. Et dans ces cas-là, on peut parler de bioéquivalence. Ensuite, en ce qui concerne les excipients qui, je vous rappelle, ne sont pas les molécules actives, ces excipients peuvent être différents entre le princeps et le générique. Dans ces cas-là, on peut faire face à des excipients dits à effet notoire. En fait, c'est des excipients qui, chez certains patients, donc présents dans le générique, et qui chez certains patients vont entraîner des effets secondaires. Et donc dans ces cas-là, il faut qu'ils soient notés sur le conditionnement secondaire qu'est la boîte. Les médicaments génériques qui coûtent obligatoirement moins cher que le princeps. Donc ça, pareil, c'est à connaître.
Et il faut que vous imaginiez que si le prescripteur en fait écrit sur son ordonnance, il prescrit en fait un princeps. Eh bien le patient, quand il va aller à l'officine, son pharmacien, comme le médicament générique s'il existe coûte moins cher que le princeps, il va avoir le droit, c'est ce qu'on appelle le droit de substitution, il va avoir le droit de substituer le princeps par le générique. Donc il va délivrer au patient son générique. Si le médecin ne veut pas que cette procédure ait lieu, donc il préfère en fait, il veut absolument que ce soit le princeps qui soit délivré, eh bien il va écrire la mention non substituable sur l'ordonnance, mention qu'il doit écrire à la main. Et il va rajouter une justification, il doit justifier son choix. Donc là on a vu du coup on a vu la première catégorie qui était les médicaments, maintenant on va voir la catégorie des produits de santé, faites bien attention à ne pas confondre les deux. Donc les produits de santé, je vous ai mis donc des exemples ici et les trois grandes catégories détaillées par Mme Gauthier qui sont les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et cosmétiques. Alors au niveau de la distinction à faire entre produits de santé et médicaments, qu'on a vu donc dans la partie 5 du Code de la santé publique. Les médicaments, ils avaient une AMM ou une ATU, donc une autorisation de mise sur le marché, ou une autorisation temporaire d'utilisation. Et il suivait, en plus, on avait un suivi des effets secondaires qui se faisait par l'ANSM et qui était appelé la pharmacovigilance. Eh bien, pour les produits de santé, on a quelque chose de totalement différent. On ne va pas parler d'AMM ou d'ATU, on va parler de marquage CE pour les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux diagnostiques in vitro. On va parler par contre de notification pour les cosmétiques. C'est un petit peu différent pour les cosmétiques, mais ça reste la même chose. Pour le suivi des effets secondaires, pour le dispositif médical, c'est la matériovigilance. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, c'est la réactovigilance. Faites bien attention à ne pas confondre ces deux termes. Pareil, c'est des petits pièges qui peuvent avoir lieu. Et pour les exemples, pour les dispositifs médicaux, c'est une seringue ou une aiguille, par exemple, pour une prise de sang. Dispositifs médicaux diagnostic in vitro, on va avoir les bandelettes d'analyse d'urine comme exemple. Et pour les cosmétiques, je vous ai mis le rouge à lèvres, le vernis à ongles, vous avez aussi le parfum, certaines crèmes, etc. Mais pour un cosmétique, les cosmétiques comme tout produit de santé ne doivent pas avoir d'effet thérapeutique. Sinon, à partir du moment où il y a un effet thérapeutique, on appelle ça un médicament. Voilà. Pour les cosmétiques, je vous ai juste rajouté à la fin, donc oui, voilà, le fait qu'un cosmétique, d'après sa définition, il doit être appliqué que sur les parties superficielles de la peau, donc il ne doit pas rentrer à l'intérieur de la circulation sanguine, ni à l'intérieur du corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu éclairer certaines notions du cours et qu'elle a pu vous être utile. Et je vous souhaite bon courage.